si vous veniez pour assister à la présentation sur les bitcoins et autres monnaies crypto, ce talk a été annulé, remplacé, donc du coup je viens en remplacement. Je vais vous parler de Macaron. Donc bonjour, je m'appelle Julien. Je suis développeur front et back chez Valwin. D'ailleurs, on recrute des fronts sur Nantes si jamais vous êtes intéressé. Vous pouvez me trouver sur Twitter, GitHub, où j'ai un blog que j'essaie d'alimenter de temps en temps. Et je suis venu parler d'autorisation. Alors, d'autorisation distribuée. De quoi on parle quand on parle d'autorisation? En général, il faut d'authentification. En général, on mélange deux concepts. Donc, il y a d'abord, d'un côté, l'authentification, qui est est-ce que je suis bien celui que je prétends être? Donc, ça passe par des mots de passe ou du 2FA, donc avec une app authenticator ou autre chose, ou du biométrique, ce qu'on veut. Et l'autorisation, qui est qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec qu'est-ce que j'ai le droit de faire en fait. Pour cela, en général, on va se reposer sur un mécanisme qu'on appelle de bearer tokens. Donc le bearer token, c'est un token, un identifiant qui est associé à un ensemble de permissions. Et n'importe qui possède ce token a les mêmes permissions. On n'est pas restreint, c'est un token anonyme. Si je vous prends par exemple ici un lien Google Drive que j'ai partagé par URL, ici on a un identifiant ID. Cet ID-là, c'est un bearer token, parce que tout le monde, en fait, toutes les personnes qui visitent ce lien-là verront exactement la même chose pour accéder au fichier que j'ai partagé derrière. Et du coup, on ne peut pas faire plus. Alors, pour parler d'autorisation, je vais parler d'un petit exemple, un petit cas d'usage. Donc, dans le partage de fichiers, mettons que j'ai un système de fichiers dans le cloud. Voilà, un service de partage de fichiers. Je veux partager un dossier, un de mes dossiers. J'ai tous mes dossiers, j'ai toute ma vie personnelle dans ce cloud. Je fais un lien avec un token pour partager un dossier à quelqu'un en lecture-écriture. Ensuite, cette personne souhaite repartager une partie de ce dossier seulement à une deuxième personne. Dans ce cas-là, on se retrouve à un souci, c'est que la personne ne peut pas d'elle-même repartager un dossier car elle n'a pas les accès pour générer en fait des autorisations, des tokens d'autorisation. Pour ça, il faut en fait que Alice, dans ce cas-là, revienne me voir pour lui demander au fait, est-ce que tu peux recréer un lien pour repartager cette partie-là du dossier seulement. Pour pallier à ce problème-là, et pour essayer de faire un système un peu plus distribué, il y a quelques chercheurs chez Google qui ont publié un papier en 2014, c'est vrai que ça remonte un peu, qui est donc le concept de macaron, de macaroons en anglais. Donc c'est des cookies améliorés avec une restriction d'accès possible, décentralisée. Conceptuellement, c'est juste des tokens qu'on peut après affaiblir en rajoutant des propriétés ou des contraintes en fait, qu'on va appeler des caveats. Alors concrètement, un macaron, c'est quoi? C'est un secret. On a besoin d'un secret pour générer après une signature. Un identifiant qui permet de retrouver un lien vers le secret, une URL qui indique l'émetteur du macaron, une signature donc qui va empêcher en fait les contrefaçons, qui va permettre de vérifier qu'un macaron est valide et généré par les bonnes personnes, et enfin des caveats, donc qui sont des ensembles de propriétés. Je reviendrai un peu plus tard. Pour créer un macaron, c'est très simple. Un macaron vide sans caveat, on prend le secret, l'identifiant, l'URL, et on a fait un macaron. Donc de base, un macaron donc sans caveat, ça va être un macaron, on va appeler un macaron racine. Il peut tout faire. Enfin, tout ce qui est associé avec l'identifiant et l'utilisateur qu'il y a derrière, on peut faire tout ce qu'on veut avec un macaron racine. Ensuite, on va restreindre cette autorité progressivement en ajoutant des caveats. Donc les caveats, c'est une liste de prédicats qui vont restreindre l'autorité d'un macaron. On a deux types de caveats.
des caveats primaires d'un côté, donc on va appeler first party en anglais, et des caveats tiers, donc des third party. Les caveats primaires, c'est des prédicats, des simples prédicats, c'est des chaînes de caractères, en général qu'on va trouver sous la forme de clés égales plus ou moins valeur, clé-valeur avec un égal dedans. Donc ici par exemple, le compte est égal à ce numéro-là, ou la date est inférieure à une date, donc on fait une date d'expiration, ou si on reprend le cas du système de fichiers, on va avoir on va lister un ensemble de chemins. Voilà, donc on pourrait mettre autre chose, mais en général la forme est plutôt standardisée pour ce genre pour clé-valeur du coup. Pour ajouter un caveat, et c'est là où le côté décentralisé arrive en jeu, on prend n'importe quel macaron, qu'on a généré ou pas, qu'on peut récupérer aussi un macaron, et on ajoute l'assertion en question, et on rajoute le caveat dessus. Et c'est là la grande particularité des macarons, c'est qu'on n'a pas besoin d'être l'auteur du macaron, d'être le service qui a généré le macaron, ou d'avoir accès au secret, pour pouvoir rajouter un caveat. Ensuite, pour la vérification, on a accès au texte du caveat, donc il suffit de lire. Si jamais on essaye d'accéder à un compte qui n'est pas celui-là, par exemple, on va interdire en fait l'accès, etc., faire de la validation normale. Ensuite, on a donc les caveats tiers qui fournissent en fait une sorte d'interopérabilité entre plusieurs services. Donc par exemple, sur le cas d'usage classique d'un caveat tiers, c'est de dire que ok, je veux restreindre l'autorité à telle personne qui est connectée sur un autre service. Un service avec lequel je dialogue en parallèle. On peut aussi être un tiers avec soi-même, ça peut arriver, il y a des mécanismes comme ça où on jette un caveat avec soi-même. Pour générer un caveat, donc un tiers, ça se passe d'abord en deux temps. Donc d'abord on a un dialogue à faire avec le service tiers. On lui envoie l'assertion qu'on veut valider avec un secret. On l'envoie au service tiers et le service tiers nous renvoie un identifiant qu'on va pouvoir stocker. Ensuite, on va rajouter le caveat au macaron. Donc on prend n'importe lequel macaron toujours. On rajoute le caveat et on a fini. À noter que le secret partagé, ni d'ailleurs l'assertion initiale, ne figure dans le macaron. L'assertion a été envoyée avant, au préalable avec le service, donc on s'est entendu sur l'assertion. On a juste un identifiant opaque et le secret partagé en fait sert à créer des champs de vérification pour vérifier qu'on n'a pas essayé de générer un faux caveat tiers. Pour la vérification, c'est là où le caveat tiers est un peu plus compliqué, c'est qu'il doit être du coup déchargé, donc vérifié par un autre macaron. Donc là, l'idée, c'est que si le service tiers, en fait, ou pour que le macaron dans son ensemble, le nôtre, soit valide, il faut que le service tiers génère un macaron avec la bonne signature, les bons identifiants qu'on s'était échangés avant, et émettre le macaron en disant, voilà, ce macaron-là, j'atteste que le prédicat qu'on avait échangé auparavant est valide. Bien évidemment, c'est un macaron, donc on peut également le restreindre, rajouter des caveats dessus, first party, third party. On peut aller vraiment très très loin du coup à l'infini. Voilà, donc. Ensuite, je vais parler de signature, et c'est là un des concepts fondamentaux du macaron aussi, sur le fait de rajouter des caveats. Parce qu'on peut toujours en rajouter, on pourrait dire est-ce qu'on pourrait en enlever. Mais en fait, la signature, donc, ça se base sur une fonction de hashcrypto, donc la fonction hashmac, qui, on l'espère théoriquement, sauf si on arrive à casser avec des algos quantiques peut-être, qui n'est pas inversible. Donc à partir du moment où on a haché le secret, enfin l'identifieur avec notre secret, donc on a une signature, on peut pas retrouver le secret a priori. Et à chaque fois qu'on va rajouter un caveat, on va rehacher la signature actuelle avec le caveat en question. Et c'est justement cette chaîne de signature, en fait, cette chaîne de hash, qui fait qu'on ne peut jamais enlever de caveat, mais on peut toujours en rajouter.
Alors, je vais faire une petite parenthèse. Donc, c'est vrai que dans l'autorisation, on parle aussi beaucoup de JSON Web Token. Il y a des similitudes entre les macarons et les JSON Web Token. Nominément, ce sont des tokens et ils ont une signature. C'est à peu près tout. Parce que fondamentalement, il y a des différences aussi. Alors, l'algo de hash, les macarons ont décidé de faire un algo fixe. En JSON Web Token, il y a une méthode de négociation voilà, qui permet de définir des hashes en question. Alors, je sais qu'il y a eu quelques soucis, mais ils sont en train de régler le problème avec, on pouvait spécifier un algorithme non, ce qui faisait que la signature n'était pas recalculée. Mais ils sont en train de gérer ça dans la spec. Mais la différence cruciale entre les deux, c'est que les claims d'un JSON Web Token vont être plutôt additifs. C'est-à-dire que si je rajoute un claim admin à true, par exemple, je vais avoir des accès supplémentaires. Alors que dans un caveat, étant donné que n'importe qui peut rajouter un caveat, enfin dans les macarons, n'importe qui peut rajouter un caveat, on va toujours restreindre l'autorité d'un caveat. Donc par exemple, je n'ai pas accès à tel ensemble de fichiers, etc. etc. Et c'est la différence fondamentale, je pense, entre les caveats et les JSON Web Token, qui sont deux mécanismes en fait, qui peuvent coexister, je pense. Donc si je reprends notre système de fichiers, on veut accéder aux fichiers, donc on peut utiliser des macarons du coup qu'on va pouvoir stérialiser et passer directement en URL. Et n'importe qui récupère qui a le macaron peut ensuite l'affaiblir en plus en admettant qu'on connaisse la grammaire, l'ensemble des assertions qu'on peut mettre dessus. Hein, on est quand même sur un service de partage de fichiers, par exemple. Je ne vais pas dire que j'ai accès au missile nucléaire, par exemple, ça n'aurait aucun sens. Mais du coup, n'importe qui peut affaiblir dans la chaîne et repartager le macaron. Alors pour un système de distribution de partage de fichiers, on n'a peut-être pas envie de faire ça. On n'a peut-être pas envie que tout le monde puisse repartager à l'infini ces fichiers. Mais j'ai un autre cas d'usage. Donc j'ai parlé la semaine dernière, avec des gens de Clever Cloud, donc qui sont une boîte qui fait de l'hébergement à Nantes. Donc pour donner un peu de contexte, ils font un cloud en mode platform as a service ou d'IT automation où ils redéploient, en fait, on déploie nos apps dessus et ils peuvent ensuite, ils s'occupent de la faire tourner. Donc ils ont une architecture immutable et ils ont un certain nombre de microservices. Un des problèmes qu'ils ont dans leur contexte, c'est qu'ils ont besoin de gérer les caches de build. C'est-à-dire qu'une fois qu'une application a démarré, ils doivent en fait mettre en cache l'application, enfin le contenu des fichiers, pour pouvoir la redéployer si jamais il y a un problème et qu'on veut revenir à une version précédente. Donc pour ça, les caches en fait sont sauvegardées sur un S3, enfin l'équivalent d'un S3. Ils ont un microservice qui va gérer de s'occuper des déploiements et un service séparé qui va s'occuper de gérer les caches de build. Le problème qu'on a là-dedans avec S3, donc on pourrait utiliser un S3, il y a un concept qui s'appelle les URL présignées. Donc on peut définir une URL pour dire j'ai le droit d'uploader à tel endroit dans mon bucket. Mais il y a des problèmes, notamment si on doit gérer du multipart. Donc si un fichier est trop gros et qu'on a besoin de l'uploader en plusieurs fois, on a besoin de pouvoir accéder directement à l'API de S3 pour pouvoir régénérer plusieurs URL présignées pour chaque morceau, en fait, pour chaque partie de mon fichier que j'ai uploadé. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas envie de passer les clés en fait, du bucket au service qui gère le cache de build. Parce qu'une fois qu'on a les clés du bucket, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc la solution, c'est de faire un proxy. En fait, ils ont une API qui sert uniquement à gérer du coup l'API, qui sert à gérer du coup l'interface avec S3 et à générer des URL présignées à la demande. Donc dans les macarons, donc ils ont le service qui va gérer l'application, qui a lui les clés du bucket, va créer un bucket pour stocker justement les caches. Ensuite, les clés sont stockées dans la base de l'API de la gateway.
Ensuite, la gateway va donner un macaron qui va permettre du coup d'utiliser ces clés-là et de déchiffrer les clés stockées pour pouvoir générer des URL présignées. Et enfin, le macaron, lui, est passé du coup au Build Cache Manager qui peut discuter directement avec l'API S3. Donc comme ça, en fait, ils peuvent gérer directement, passer un macaron, restreindre par exemple sur je veux pouvoir limiter l'upload à tel endroit du bucket parce que c'est pour tel déploiement. Et du coup, ils peuvent comme ça passer des macarons d'un service à l'autre. Et chaque service peut aller directement causer à l'API pour pouvoir récupérer des URL présignées et uploader ses caches. Voilà. Il y a des implémentations dans pas mal de langages, C, C#, JS, Python, Ruby. L'implémentation de référence a été faite en C. J'ai mis l'implément de Haskell entre parenthèses parce que mon implé n'est pas encore totalement fini. Si vous voulez avoir plus de liens ou vous renseigner là-dessus, donc il y a la lib de référence, donc la lib macarons qui est codée en C, avec beaucoup d'exemples dans le README, qui est vraiment très clair pour ça. Vous avez également donc, le papier de recherche de Google, et notamment un article de blog aussi sur justement l'utilisation des macarons. Voilà. Je vous remercie. Et il doit nous rester 5 minutes pour des questions. Bonjour. Qui utilise les macarons en production? Alors, moi personnellement, je n'utilise pas, mais du coup, je connais des gens qui le font. Moi, je suis arrivé assez récemment dans ma boîte actuelle, et du coup, on n'a pas encore le temps. On a vraiment trop de choses à utiliser, et du coup, j'aimerais bien déployer des macarons pour des nouveaux projets, mais actuellement, si on fait évoluer de l'existant, on n'a pas encore le besoin pour des macarons. Il y a des grands noms qui les utilisent? Malheureusement, il y a très peu de pubs. Le papier a été sorti en 2014. C'est encore quelque chose d'assez méconnu. Les gens ne communiquent pas beaucoup en fait, sur l'usage des macarons. Je ne pourrais pas répondre. Oui. Merci. Est-ce que les macarons peuvent être chiffrés? Et si oui, comment? Alors, on peut toujours les chiffrer dans le sens où on peut les sérialiser et puis les chiffrer derrière. Par contre, si c'est pour chiffrer les caveats, par exemple. Oui, pour les rechiffrer derrière, est-ce qu'il y a des systèmes de clés publiques, clés privées ou autres? C'est un peu compliqué. Ils ont essayé. L'aspect de base ne le prévoyait pas. Après, on peut toujours passer par des caveats tiers. Parce que du coup, vu qu'on ne véhicule pas l'information de l'assertion dans le caveat, on peut toujours en fait faire des tirs avec soi-même, même si ça fait générer des macarons de décharge en plus. Oui. Bonjour. Du coup, il y a peut-être un truc que j'ai raté ou pas compris. Du coup, il y a l'analogie dans le titre de la conf avec les cookies. Et du coup, comment les macarons ils sont transportés? Comment ils sont stockés sur la machine de l'utilisateur? Est-ce que c'est dans le navigateur quelque part, comme les cookies, ou complètement différemment? Alors, c'est là où l'aspect ne définit pas en fait de standard vraiment. C'est un peu comme les JSON tokens en fait. On peut faire ce qu'on veut. On peut les sérialiser, les passer dans un cookie par exemple. On peut les passer dans l'URL aussi directement, si on a des liens de partage de fichiers. On peut juste les envoyer comme bearer token par exemple dans des requêtes HTTP. Là, on peut faire ce qu'on veut. L'aspect définit surtout le format et la sérialisation, donc comment le macaron peut derrière être sérialisé en URL safe du coup, puisque ça doit pouvoir être sérialisable dans une URL. En général, on peut le mettre dans un cookie ou le stocker dans un local storage et l'envoyer sur les requêtes qui sont nécessaires. Ok, donc on peut le transporter aussi dans un header ou un truc comme ça, quoi. Okay. Après, si on rajoute beaucoup de caveats, le macaron va être un peu gros. Ouais. Donc il faut penser à
faut penser à ne pas le mettre dans un champ. Par exemple, si on le met dans un cookie et qu'on commence à rajouter beaucoup de caveats, ça fait des surcharges à chaque appel. Merci. Voilà. C'est bon? Bien. Merci beaucoup.